As McCaffrey leaps, end zone, oh, touchdown! Up and in! Play clock winding down, they get the play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 83e épisode du podcast. Thomas au micro. Et je suis ce soir en compagnie de Franz et de Guillaume. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir Thomas, bonsoir Franz, bonsoir à toutes et à tous. Ben, ça va très bien ma foi. Salut Thomas, salut Guillaume. Évidemment que ça va bien. On va pas se plaindre. Une belle victoire encore à décrire, donc c'est top. Ouais, exactement. Comme tu le dis, Franz. Bonne victoire. Il n'y a pas de petite victoire en effet. Il n'y a pas de petite victoire, exactement. Voilà, j'allais redire petite victoire. Compliqué ce soir. Victoire du coup contre les Cowboys sur le score de 30-27. Un match un peu, voilà, ça a été du répondant. Ça a été, tiens, je te donne, tu me redonnes. Field goal d'entrée pour nous, puis un field goal des Cowboys. Les Cowboys ensuite vont aller marquer un touchdown après qu'ils aient récupéré le ballon sur une interception pour une passe qui était tentée pour T-Mac. Mais malheureusement, l'erreur vient de T-Mac cette fois-ci. Un peu trop pressé d'anticiper la suite. Du coup il se rattrape sur le drive suivant avec un premier touchdown, pardon. Ensuite on a un touchdown des Cowboys via leur tight end Ferguson. Juste avant la mi-temps on arrive avec un field goal pour remonter le score à 17-13. Au retour des vestiaires, touchdown de Dowdle à la réception, puis Pickens nous allume. On reprend l'avance un peu avec T-Mac avec un nouveau touchdown et Dallas va chercher le field goal. On est à ce moment là du match à 27-27, série de drives qui sont non concluantes pour les deux équipes et là on récupère le ballon, on fait dérouler l'horloge jusqu'aux 20 yards des Cowboys et Fitzgerald nous offre la victoire. Messieurs, satisfait, deuxième victoire consécutive, satisfait j'imagine? Moi pleinement, et en plus deuxième victoire consécutive, et surtout pour moi c'est la plus belle victoire des trois qu'on a cette saison, pour deux raisons. Une raison principale, c'est que on a joué de la façon dont on voulait jouer, du début à la fin. Et autant, alors ok, on va dire on a gagné 30-0 contre les Falcons, mais un shutout en NFL c'est quelque chose d'hyper rare. Comme on l'avait dit à l'époque quand on avait débriefé, il faut un alignement de planète quand même assez incroyable pour arriver à un score de 30-0. Et la victoire face aux Dolphins la semaine dernière, vu le scénario du match, on en était les premiers surpris, puisqu'on avait dit avant le match qu'il fallait surtout ne pas se retrouver mené au score et rester le plus longtemps possible collé au basque des Dolphins. C'est le scénario qu'on a eu cette semaine. On a tenu tête aux Cowboys, on avait des doutes sur notre capacité à tenir tête offensivement à Dak Prescott et compagnie. C'est ce qui s'est passé, et en fin de match on a réussi à tenir le ballon pendant 6 minutes pour ne pas rendre justement la balle en attaque et mettre ce field goal de la gagne comme l'horloge affichait 3-0. Donc c'était scénario parfait. Ouais, moi je suis ravi parce que déjà on a vu un bon match de football américain. Et en vrai, quand les Panthers jouent, généralement on n'a pas souvent quand même un très bon match de football américain. Déjà parce qu'on a des calendriers avec des équipes qui sont pas bonnes en face, soit on n'arrive pas à avoir du répondant, soit alors il y a les Falcons qui sont pas venus pour jouer. Donc on a eu un bon match. En plus, moi ce qui me plaît bien, c'est que on en parlait en off, c'est le genre de match qu'on aurait certainement perdu à notre saison, d'être en bugne à bugne avec l'équipe d'en face et au final s'écrouler et perdre à la dernière seconde. Cette fois-ci c'est nous qui gagnons à la dernière seconde. C'est bien que pour une fois la pièce tombe du bon côté. Et puis la troisième chose qui me plaît, c'est que ça fait plaisir d'avoir tort. Et la semaine dernière je disais que je doutais qu'on puisse rivaliser d'un point de vue offensif avec Dallas, parce que c'est quand même l'attaque numéro 1 en NFL et qu'il fallait marquer un point de plus qu'eux, et je voyais pas comment on pouvait marquer un point de plus qu'eux. Il se trouve que finalement c'est d'un point de vue offensif qu'on gagne ce match, et on va aller un petit peu dans le détail, mais c'est quand même assez
assez rare pour le souligner et peut-être bon signe pour l'avenir. Ouais, totalement. Et voilà, c'est quand même, il y a quand même des bons éléments clairement à retenir de ce match. Comme tu le dis, un match qui a été quand même assez beau à voir. Je pense qu'on peut attaquer du coup par l'attaque, bien sûr. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, bien sûr, encore une fois, c'est Rico Dowdle qui nous sort encore une fois un match absolument fantastique. 30 courses, 183 yards, ça fait 6,1 yards par tentative. 4 réceptions, 56 yards et un touchdown. Franchement, je pense qu'il avait à cœur de réussir ce match contre les Cowboys, j'imagine, messieurs. Ouais, et puis moi j'adore les revenge games. Alors avant là, évidemment, c'est pour nous, donc c'est encore mieux. Mais même quand c'est face aux Panthers, moi c'est vrai que j'adore quand un joueur a un revenge game face à son ancienne équipe. Et encore plus quand il l'annonce. S'il l'avait dit en conférence de presse après la victoire face à Miami, il avait prévenu la défense des Cowboys d'être prêt à l'affronter. Et de toute évidence, il ne l'était pas. Donc il a su mettre les actes derrière les paroles, et c'est très bien pour l'équipe, et puis pour lui même. Moi ça me fait plaisir de voir qu'il a réussi à faire un match pareil. J'ai 4 nombres à vous donner: 30, 15, 14 et 6.1. 30, c'est le nombre de courses qu'il fait dans le match, qui est juste monstrueux. C'est vraiment des chiffres qu'on attribue à un running back élite sur laquelle l'offense il porte l'offense. 15, c'est 15 yards, qui est la plus grande de ses courses. Donc il fait 183 yards, je crois, en tout à la course. Et pourtant, 15 yards, c'est sa plus grande course. Donc ça montre à quel point il est régulier. D'où le 6,1, qui est le 6,1 yards par course. Et par contre, 14, et c'est là que ça me tue, on est à 14 first down gagnés à la course contre 1 pour Dallas. Et quand tu as 14 first down par un running back qui, en fait, en 2 courses, te provoque un first down finalement. Puisque quand tu fais 6,1 yards par course, tu te rends compte comment ton attaque est complètement libérée, et que finalement, pour le coordinateur défensif, c'est encore plus compliqué de savoir ce qui peut être appelé. Donc évidemment, Rico Dowdle est l'homme du match, mais sans aucune contestation. Aucune. Et on a de la chance dans notre équipe d'avoir un backfield drôlement efficace. Et enfin, Canales comprend et assume le fait d'être running heavy pour le bien de nous, les spectateurs, mais surtout pour le bien du nombre de victoires que l'on a aujourd'hui. Et j'ai envie de t'ajouter un 5e chiffre. Alors c'est Jean-Michel à peu près, parce que je me souviens plus, je crois que c'est 14 ou 15 justement. C'est le nombre de courses de plus de 7 yards qu'il a. Parce qu'en fait, c'est, tu vois, même quand tu dis 30 courses, 180 yards, ça fait 6 par course, mais tu as des fois des gars qui font, donc là tu l'as dit, c'est maximum 15 yards, mais sinon tu peux avoir une course de 70 yards au milieu qui vient un petit peu fausser la moyenne. Mais là, ouais, c'est vraiment une impression à chaque fois qu'il avait le ballon, il courait vraiment 6 ou 7 yards dès qu'il prenait le ballon, quoi. C'est pour ça que je disais 15 yards, la plus longue course qu'il a faite dans le match. Ouais, c'est ça. Donc c'est incroyable la régularité. Ah ouais. Et je voudrais quand même associer cette performance à notre ligne offensive qui a été impeccable sur la course. Ouais. Autant le pass pro, on peut dire des choses, autant sur la course, elle a été absolument impeccable. Et en l'absence de Taylor Moton. Ouais, un mea culpa, j'allais donner un mea culpa pour Yoshni Naiman, sur qui j'ai beaucoup tapé et qui, pour la course, là, a été absolument impeccable avec Brady Christensen à ses côtés. Exactement. Voilà, on a parlé du running back, on a parlé un tout petit peu de la ligne offensive. Je propose qu'on bascule bien sûr sur notre cher Bryce Young. Là, j'ai 2 questions à vous poser, messieurs, des questions des auditeurs. Nakam Zakov, première question, qui nous demande: est-ce qu'on n'a pas eu le Bryce Young moyen? Il limite les erreurs coûteuses. La deuxième est un peu dans la même tonalité. Pas trop frustré d'avoir Bryce Young, parfois top 10 NFL et parfois plus faible que Mac Jones? Ça, c'est une question de Shenzhou. Voilà, il finit quand même le match à 17 sur 25, 199 yards, 3 touchdowns, une interception, et encore l'interception lui est pas spécialement
Il n'en est pas spécialement responsable, j'ai envie de dire. Guillaume, peut-être un avis sur ces questions. Ouais, bah, tu as rappelé les chiffres. Moi, alors, je sais pas comment je dois comprendre le Bryce Young moyen dans la première question, parce que moi, un QB qui me sort 200 yards, 3 touchdowns, une interception, tu l'as dit, elle lui est pas vraiment imputable. Moi, c'est plus que moyen pour ça, hein. Moi, ça me va s'il me sort ça toutes les semaines. Et puis pour ce qui est du parfois top 10 et parfois très moyen, ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, hein, ou la semaine d'avant, je sais plus, qu'on savait pas trop sur quel pied danser jusque là. Là on a eu un bon Bryce Young, mais je pense que c'est son style, enfin ça va être son image de quarterback gestionnaire qui va avoir besoin d'un bon jeu autour de lui. Par contre, je vais le redire, je l'avais dit la semaine dernière, mais toujours hyper clutch, hein, parce que quand il a la balle sur le dernier drive à 5 minutes de la fin du match, il fait le drive qu'il faut, il rend pas l'horloge, il fait une conversion en 4e tentative, et voilà, ça passe. Donc c'est dans la lignée de ce qu'on a vu la semaine dernière, je trouve, et si ça continue sur les semaines à venir, moi ça me convient. Dans la lignée de ce qu'on a vu même fin de saison dernière. J'ai l'impression qu'on a plus le Bryce Young qu'on voulait voir fin de saison dernière que le Bryce Young de début de saison. Moi, je voudrais interpréter le côté QB moyen par en fait le côté c'est son niveau moyen. C'est-à-dire que c'est la moyenne de son niveau qu'il doit avoir. Si on prend ses hauts, ses bas, le milieu, c'est ce qu'on a eu là. Mais je pense que Bryce Young, on ne doit pas être surpris de ce qu'on voit et de ce qu'on obtient de lui, tout à fait. Bryce Young n'est pas un gunslinger. Bryce Young n'est pas quelqu'un qui fait des big plays, qui est flashy. C'est un QB manager. Alors, on a tendance dans la communauté de fans NFL à interpréter le côté QB manager comme quelque chose de péjoratif. Je voudrais quand même dire que le plus grand quarterback de tous les temps, c'est un QB manager, hein. Tom Brady est un QB manager et il n'y a rien de mal à cela. C'est quelqu'un qui sait, 1, interpréter les systèmes, 2, lire les défenses, 3, être précis et éviter les erreurs. Moi, ça me va très bien si j'ai un quarterback comme ça. Je ne lui demande pas de faire 400 yards. Je ne lui demande pas d'être Joe Burrow. Et surtout quand tu as un running game en place. Encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir alterner les choses et qu'il puisse lire les défenses, faire les audibles qui vont bien, alterner les jeux et prendre les time-out comme il faut. Là, c'est ce qu'il a fait. Attention, le côté Bryce Young parfois top 10 et parfois plus faible que Mac Jones sur plusieurs matchs. Là, sur ce match-là, j'ai pas tout aimé. Faut dire la vérité. Il y a des moments où il a pas vu certaines cibles, il y a des moments où il a pris des voies un peu douteuses, mais force est de constater qu'il n'a pas fait d'erreur notable, et qu'en tout, il a quand même réussi à gérer, excusez-moi, je reprends la stat, 11 first down à la passe. Donc 25 first down en tout pour les Panthers, ce qui est absolument énorme. Et ça montre que il est aussi en train de continuer son évolution, sa progression, sa compréhension du cahier de jeu. Donc voilà. Est-ce qu'il sera top 10 NFL un jour ? J'en sais rien et personne ne peut le savoir. Et puis c'est quoi top 10 NFL ? Je pense que si on fait un top 10 NFL, on en aura peut-être 6 en commun, 7 en commun, mais au final, sur quels critères et tout, c'est impossible. Beaucoup, exactement. Donc, tu peux pas juger ça indépendamment de ce qu'il y a autour aussi. Donc oui. C'est très compliqué à dire ce que c'est un top 10 NFL. Oui, on va avoir 6-7 noms qui vont être les mêmes pour tout le monde. Mais là, et puis voilà, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de lui d'être au niveau du top niveau, si sait, comme tu le dis, s'il sait tirer profit de ce qu'il voit et de ce que la défense lui donne, ça suffit. Hein. Oui, tout à fait. Encore une fois, un gestionnaire. Et celui qui a posé la question, c'est Shenzhou, et Shenzhou, c'est Bills France, évidemment. Mais Josh Allen, les 2 premières saisons, il a fait des erreurs, il a mis du temps, sauf que c'est pas du tout. Il a oscillé, ouais. Mais c'est pas du tout le même style de jeu, donc
faut pas s'attendre à avoir un Josh Allen bis, loin de là. Et c'est pas que physiquement que je dis ça, même dans le style de jeu. Donc voilà. Donc pour le moment, arriver à identifier les faiblesses de défense et savoir les exploiter. Allez, c'est ce que je veux de mon quarterback et il a su le faire contre Dallas. Exactement. Après, ouais, bon, on peut parler un peu rapidement de nos chers receveurs et de nos tight ends. Alors, Mitchell Evans qui nous fait une réception pour 21 yards. Je l'ai trouvé assez propre au bloc. Académique, je dirais un peu. Ça a été globalement assez efficace. Et surtout au niveau des receveurs, je pense qu'on peut quand même souligner aussi la performance de T-Mac qui n'avait pas encore marqué de touchdown en saison régulière. Et ben voilà, il est récompensé avec 2 touchdowns et il se rattrape bien de sa petite erreur, je pense, Franz. Oui. Alors déjà sur les tight ends, de manière générale, tu as parlé de Mitchell Evans, au bloc, oui pour la course. Le pass bloc, pas du tout. Et malheureusement, Bryce, il a un petit peu souffert de ça. Et Tremble, c'est pareil. Concernant T-Mac, moi je trouve encore une fois que c'est impressionnant de savoir à cet âge-là, avec si peu d'expérience, être confiant pour revenir comme il revient. Ces 2 touchdowns sont magnifiques. Alors magnifiques dans la qualité des routes et dans l'intelligence de placement. Mais c'est incroyable qu'au bout de 6 matchs, je ne sois pas surpris, quoi. Il est ce qu'on attend d'un receveur numéro 1. Il l'a encore prouvé, malgré peu de yards. Il a su être patient. Il se frustre pas. Il fait pas la diva. Il est toujours souriant, prêt à se battre. Là, à faire les moindres détails. Il y a aussi le jeu sans ballon qui est important. Et donc, il a été très bon. Alors, l'interception, juste 3 secondes. Oui, elle est pour lui, mais j'aime pas la passe. Pour moi, il faut pas la donner. Tu mets ton receveur, quoi qu'il arrive, dans une situation compliquée. C'est un slant un quick slant qui est parfaitement vu par la défense. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il réceptionne correctement le ballon, il prend un énorme tampon. Hein. Et surtout, il est en 1 contre 2, si mes souvenirs sont justes. Et je suis pas fan de l'avoir joué là. Donc pour moi il doit pas l'envoyer Bryce sur T-Mac, il doit regarder à droite. Mais force est de constater que la balle est dans les mains. Et si la balle est dans les mains, comme dirait Marc-Angelo Souma, balle touchée, balle attrapée. Donc il doit au moins sécuriser son catch. Guillaume, un complément sur les receveurs. Ouais, non, Macmillan, c'est vrai qu'on s'est un peu... on se répète, hein, on est bluffé d'une semaine à l'autre de son rendement et de son niveau. On disait, il me semble que c'était dans l'émission d'avant, l'émission précédente, qu'il lui manquait juste des touchdowns à la réception pour avoir une fiche de stats vraiment encore plus impressionnante depuis le début de la saison. Bon ben voilà, check et check. Donc voilà, il a toujours la confiance de Bryce Young parce qu'on a vu qu'il n'hésite pas à se tourner vers lui. Même quand le disait Franz, dans des cas où il aurait peut-être pas dû. Mais donc, non, c'est vraiment toujours aussi rassurant pour la suite. Et Mitchell Evans, moi je le dis, j'aimais beaucoup la sélection au moment de la draft. Et sur les 3 derniers matchs, effectivement, on commence à avoir des choses, même si c'est pas encore parfait. Et puis Jimmy Horn, qui est bien intégré dans la rotation aussi, notamment sur les sweeps et des choses comme ça. Il y a une vraie belle pointe de vitesse à ce niveau-là. Hâte de voir ce que ça peut donner pour la suite. Si on parle de l'offense à la passe de manière générale, l'avenir ne peut être que positif. On a JT Sanders qui va revenir, donc comment on va arriver à gérer ça? On a Jalen Coker qui va revenir, comment on va arriver à gérer ça? Donc on va avoir enfin notre effectif vraiment, je parle en termes de pass catcher, vraiment complet, et ça peut être vraiment solide. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'insistais sur les tight ends qui avaient raté des blocs, parce que là par contre ils vont plus avoir le droit de rater des blocs, parce que le peu de snaps qu'ils vont avoir, ils vont certainement devoir bloquer, et on va avoir besoin de ces blocs. Concernant les autres,
j'aimerais quand même tirer un grand coup de chapeau à Canales pour l'avoir tapé dessus. C'est bien aussi, encore une fois, de dire quand on aime. Moi, j'ai vu des plays, des designs qui m'ont énormément plu, et en revoyant le All 22, j'ai vraiment pris du plaisir à analyser parce qu'on voyait des plays où plusieurs joueurs étaient ouverts. C'est-à-dire qu'on a eu des situations, quand tu prends le touchdown de Rico Dowdle par exemple, tu as Liggett qui est complètement ouvert pour le touchdown aussi, donc tu as une deuxième option. Ça c'est génial. Sur la screen de Liggett, et enfin on a utilisé sa puissance, sa vitesse, et ben tu as Mitchell Evans qui est tout seul aussi, donc tu as une autre option. Tu arrives quand même à voir de vrais designs là, de vrais jeux, et moi ça me plaît énormément. Et enfin, juste pour dire que ce qui est positif, c'est le fait que tu as des designs qui sont efficaces avec des options, de multiples options possibles pour Bryce Young, et que Bryce Young se donne les moyens de pouvoir choisir correctement. Le touchdown de Macmillan, j'invite tout le monde à regarder le All 22. Et on voit le 6 de Dallas qui tombe. En fait, on croit qu'il tombe sur la route de Macmillan. En fait, il tombe sur la fin de Bryce Young. Regardez, Bryce Young, en fait, il fait un pump fake excellent qui vient complètement friser le safety et qui permet à Macmillan de refaire cette route sur le coin de la end zone, sur l'extérieur, exactement, et du coup de se libérer. Mais c'est ce petit pump fake dans la poche qui permet à Macmillan de se libérer complètement. Ça, c'est génial. Le deuxième touchdown de Macmillan, je suis sûr, mais j'en mets mes parties les plus intimes à couper, que la balle n'était pas prévue du tout pour Macmillan, elle était prévue pour Renfro, qui est en motion avant, qui fait feinte de motion sur la gauche, revient sur la droite, et du coup, elle vient perturber les 4 défenseurs qui étaient en train de suivre les receveurs et la motion. Ça a frisé, du coup, le safety, ou le backer, je sais plus, qui s'est mis à défendre sur Macmillan et qui a été perdu par la course de Macmillan, parce que Renfro, il a dû être bloqué. Et comme il est bloqué, ils n'ont pas pu être efficaces contre Macmillan. Donc ça, encore une fois, c'est du design, c'est des routes bien courues, et c'est un quarterback qui est assez lucide pour prendre la bonne décision. Bien résumé. Bien résumé, ça, voilà, on a fait un peu le tour du coup de cette attaque. À moins, Guillaume, tu as quelque chose d'autre à... Non, je gardais mes louanges pour le play calling offensif de Canales pour un petit peu plus tard, mais j'aurais pas dit mieux que Franz. J'ai pas revu moi tous les plays en All 22, mais rien que en direct, c'était... mes réactions étaient sur le Discord à ce moment-là. C'était vraiment... C'était efficace, et puis même il y a eu plusieurs fois où vraiment j'aimais l'appel de jeu, la décision notamment quand il faut jouer la 4e ou pas. J'ai aimé l'appel de jeu qui était derrière, j'ai aimé la réalisation. C'était vraiment un ensemble, et effectivement on a été parfois assez critique sur Canales depuis le début de l'année, et là sur ce match-là, on est coup de chapeau parce que c'était vraiment très bien. Ouais, sur la 4e tentative, il y a une énorme erreur du linebacker ou du safety qui est beaucoup trop loin en fait dans son positionnement. Et il est beaucoup trop loin, et d'ailleurs Macmillan est bloqué parce que c'est Trevon Diggs qui défend sur lui, et qui par contre défend très bien. Et l'autre doit faire la même chose, il le fait pas, ce qui permet à Renfro, parce que lui, tu lui donnes cet espace-là, c'est son pas quotidien. C'est son jardin, là, il est à la maison. Exactement. Comme à la maison, exactement. Mais place à la défense maintenant, messieurs. On va attaquer un peu. Je pense qu'on peut rentrer dans le dur avant de rentrer un peu sur quelque chose qui va être un peu plus sympa. On va attaquer par cette ligne défensive. Pas de sac cette semaine. Je pense que, Franz, on le voyait sur tes réactions, je pense que tu aurais aimé clairement, tout comme nous, tu aurais voulu en voir un ou deux à quelques moments un peu cruciaux, je pense. Ouais, bien sûr. Je suis... ce qui me dérange, c'est que du coup, les deux extrêmes du jeu défensif n'ont pas été bons. Le pass rush et la couverture. Et la couverture dans le backfield, pas dans le midfield. Je reviendrai sur le midfield qui a encore fait un très bon match. On parlera de Roseboom après. mais de manière générale, je trouve que ça a été plutôt bon. En revanche,
on n'arrive pas à mettre assez on n'arrive pas à enfoncer la poche. On n'arrive pas à la collapse, la faire se détruire et du coup mettre la pression sur Dak Prescott suffisamment. Alors, on peut pas tout demander et c'est là où je vais demander moi après de passer le relais à Guillaume en disant qu'est-ce que tu préfères. On a dit qu'on était la pire défense contre la course de la Ligue l'année dernière. Depuis 2 semaines, on est top 3, je crois. C'est top 10 au global. Ouais. Et top 10 depuis le début de la saison avec 2 très mauvais matchs. Dont je rappelle un Travis Etienne qui s'était régalé. Baladé. Donc du coup, tu vois, moi je suis à la fois admiratif de la progression contre la course, avec de l'agressivité, avec un Derrick Brown qui est encore monstrueux sur ce match. Triple cover. On a vu un très bon Bobby Brown, on a vu un très bon Ladrine Ray aussi. On n'en parle pas beaucoup de ces joueurs qui sont très niches, mais ils ont fait du bon boulot. Et puis on a vu des excellents, des excellentes agressivités de nos safety quand il y avait la course. Donc autant la course a été très bien tenue et bravo parce que Javonte Williams faisait un boulot énorme depuis le début de la saison. Alors autant par contre le pass rush est très 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 décevant. Et donc question justement, je passe le témoin à Guillaume. Est-ce que tu préfères qu'on garde un secteur de jeu parfaitement tenu jusqu'à la fin de la saison comme la course qui était vraiment notre faiblesse, quitte à être un peu plus fébrile à la passe, ou alors tu préférerais faire un peu les vases communicants quoi. Le risque si tu deviens unidimensionnel, j'ai envie de dire en défense, c'est que tu vas te faire exposer à la passe tout le temps. Là, tu vois, tu parlais en plus face à Dak Prescott, qui est un très bon QB. Alors certains l'auront dans un top 10 et d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, depuis le début de la saison, il est vraiment impérial. Là, j'ai plus les stats, je crois qu'il fait 34 dropbacks en passe, quelque chose comme ça. C'est fort probable. Je sais pas s'il est mis sous pression 3 fois sur l'ensemble du match. Donc il était vraiment à l'aise. Alors tu peux t'en sortir effectivement si tu as un QB un peu plus moyen, si vraiment la couverture est là. Mais comme on va en parler dans un instant, si tu te reposes que à bloquer le jeu contre la course, à un moment ton pass rush il va vraiment être trop déficient pour te perdre. Enfin, il va te coûter des matchs, quoi. C'est évident. Donc, à mon avis, il faudra équilibrer un petit peu plus entre les deux, parce que si tu continues à faire que du bloc contre la course de manière très très efficace, comme on le voit depuis 2 semaines, ton pass rush, il faudra quand même qu'il monte quelque chose à un moment. On a aussi 2 rookies sur le poste. Et 2 joueurs de rotation, on va dire, avec Wonum et Jones. Donc c'est sûr que c'est peut-être en demander un peu trop pour l'instant. Mais en tout cas, oui, pour moi, il faudra avoir plus d'efficacité dans le pass rush pour espérer un peu plus loin dans la saison, quoi. Ouais. J'ai du mal à comment dire. Je tire pas du tout la sonnette d'alarme sur le pass rush. Je pense que Scorton progresse. Il a des bonnes lectures, des bons drops en zone notamment. Il s'est bien géré. En tout cas la course il a été là. Et par rapport au pass rush, c'est là que tu vois que c'est un rookie. Moi j'aimerais qu'il se plaigne plus quand il a des holdings, il y a souvent des holdings qui sont pas sifflés. Et clairement il est là, il est encore un petit peu gentil. Voilà, il est un peu gentil et je pense que les 3 de devant sont tellement obnubilés par combler les gaps et bloquer la course que du coup naturellement les 2 extérieurs se retrouvent souvent quand même face à des match-ups qui sont durs à gérer, parfois double teamé, parfois battu. Princely il arrive pas en pleine vitesse, donc sa vitesse qui est sa grande force, mais en fait il est contacté tout de suite, donc il a du mal à exploiter son explosivité.
C'est un peu dommage. DJ Wonnum a fait plutôt un match ok, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas lui qui va te faire passer un cap au niveau de ton pass rush. Donc moi, ce que je me disais en posant ma question là, c'est que tu vas avoir donc Brissy Hall, tu vas avoir James Cook, Josh Jacobs, Alvin Kamara, Bijan Robinson, Christian McCaffrey dans tes prochains running backs que tu vas te taper. Donc va falloir quand même un gros pass rush parce que les noms que j'ai donnés c'est pas des noms de merde. Donc il va falloir quand même un gros, pas un pass rush, grosse défense contre la course. Donc quitte à choisir, ok, pour un pass rush on va donner le temps au pass rush de progresser. Mais alors la transition est toute trouvée sur ce qui va pas dans ce match et qui me déplaît fortement. C'est nos DB. Oui, ils se sont fait lui. Nos DB. Par Pickens notamment. Ah bah ouais. Les DB. Pickens, 9 réceptions, 168 yards, il était dans son jardin quoi. Ah, mais pas au niveau. Genre les DB n'ont pas été au niveau du tout. Et il y en a un, je suis navré de lui taper dessus. Mais Mac Jackson, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est nul. Qui se nul. trouve. Nul. Il prend 9 réceptions, Pickens. 9 réceptions. Il y en a 7, c'est Mike Jacks c'est le côté de Mike Jackson. 2 de Jesse Horn, dont dans les 2 de Jesse Horn, tu as un tout petit play, et l'autre, ça a failli faire interception. Donc, mais par contre, il est pris de vitesse quand même. Fine. Donc Jesse Horn s'est fait cramer sur 1. Et d'ailleurs, vous avez entendu, le dernier drive, Jesse Horn a demandé à être sur Pickens, et Pickens n'a rien fait. Alors, Jesse Horn, attention, il n'a pas fait un bon match non plus. Néanmoins, ok, c'est bien de faire de la zone. Ok. Donc les Panthers font de la zone. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'ils ont un joueur qui te cook complet sur les extérieurs, qui est en train de faire souffrir ton cornerback, on va peut-être changer quelque chose là. On va peut-être faire en sorte qu'on vienne l'aider. Et Mike Jacks, il était perdu tout le match. Les safety, pas foufou. Latham Ransom, encore une fois, pas dingo. Nick Scott, pas dingo. Shaw Smith-Wade, pas dingo. Donc là, il va falloir faire attention parce que, ok, tu peux avoir un pass rush un peu moyen, mais si derrière, on n'est pas sérieux, eh ben, tu prends 27 points à la passe. C'est ce que j'allais compléter tout à l'heure, et je gardais ma transition que tu as magnifiquement fait, donc pas de regret là-dessus, mais effectivement, si tu acceptes d'avoir un pass rush moins bon, ça t'oblige à avoir une couverture défensive top niveau. Il y a 2 semaines, on va dire, on avait que du bon à dire, grosso modo, notamment de Jesse Horn et Mike Jackson. Là, c'est vrai que depuis 2 semaines, Mike Jackson, il est dans le dur. Donc, si le niveau global de la défense contre la passe au niveau des DB descend d'un cran, le manque de pass rush va se faire d'autant plus flagrant et il va être d'autant plus urgent de le corriger, parce que sinon, comme dirait l'autre, on va au-devant de grandes déconvenues. Complètement. Et quelqu'un sait si Demani Richardson, il a des photos de la femme de Canales à poil ou... C'est un peu le Yann Thomas maintenant, tu vois. Il fallait un remplaçant dans cette équipe. Non, je pense que c'est plutôt ce que sous-entend Franck, c'est qu'on le voit plus, quoi. Donc, on le voit plus. Canales veut plus le faire jouer, justement, et c'est un peu étonnant parce qu'il avait fait une bonne saison l'année dernière. Je crois, sans trahir un secret, je crois qu'il était dans les chouchous France justement de la saison. Oui. Et c'est vrai qu'il avait montré des belles choses au point de tenir tête, si on peut dire ça comme ça, à un mec comme Nick Scott. Et je suis étonné moi aussi qu'on le voit plus du tout. Donc c'est dingue. Alors en plus, on peut pas dire qu'il y ait, à part Trevon Moehrig qui fait encore un très gros match et dans ce qu'on lui demande de faire, et j'ai remarqué qu'il avait joué safety, linebacker et outside linebacker edge. Donc
il a comblé des trous, on va dire. Donc à la rigueur, lui, il est intouchable au poste de safety. Mais bon, en free safety, Nick Scott, Lathan Bransom et Demani Richardson, il peut y avoir une concurrence, non? Ah bah ouais. totalement. Et Nick Scott, il a 54 snaps sur 55. Je sais Bon. pas, il y a peut-être un truc parce que effectivement, moi je vois pas. Alors on n'est pas aux entraînements, hein, peut-être qu'aux entraînements il y Non. a pas photo. Hein. Il y a peut-être des choses qu'on n'a ça, pas. mais Non. c'est vrai que moi les images que j'avais de Demani Richardson l'an dernier, c'était pas forcément dégueu. C'est vrai que c'est un petit peu étonnant de voir qu'il a disparu complètement de la rotation, quoi. Ouais. Donc bon, c'est un peu décevant, mais en tout cas, la seule pression sur le QB qu'on a réussi à mettre, c'est quand on faisait des corner blitz ou des safety blitz. Et donc on s'expose, tu vois, encore plus quand tu fais ça. Donc tu as plutôt intérêt à le toucher, le quarterback. Aïe. Donc à voir. Il y a une cover 0 aussi dans la red zone. Je me rappelle sur une deuxième, troisième tentative, je sais plus. Il y a un moment où effectivement j'ai pris un peu peur quand j'ai vu tous les défenseurs partir dessus. J'ai dit oh là 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 là. Et en fait ça s'est bien fini, mais non. Oui. Oui, parce que d'ailleurs, je me demande. C'est une cover 1 Oui, il y a peut-être un safety qui traîne. Sur le touchdown de Jake Ferguson, le tight end, où en fait il fait semblant de bloquer, enfin un vulgaire fake block pour partir tout droit chercher le ballon dans la end zone. Je crois que c'est simplement une pauvre cover 1 et on essaie d'attaquer et de blitzer un peu. Je sais pas si c'est un vrai blitz, mais j'ai souvenir de ce genre de choses aussi. Donc là, c'est là où l'équilibre est dur à trouver et c'est là où tu vois que soit on manque de talent, ce qui est possible, hein, soit on n'est encore pas prêt. Alors il y a de la jeunesse, comme tu dis Guillaume, régulièrement, et on va mettre ça sur le coup de la jeunesse. Ouais, et puis je pense que au début de la saison, quand on a vu l'effectif, on avait remarqué que au poste de safety, il y avait encore un need qui pouvait être à combler, hein, jusqu'à assez tard dans l'été. Il y avait des rumeurs sur différents noms qui auraient pu venir renforcer l'équipe, hein, donc Mais c'est d'autant plus la raison pour laquelle je me fâche sur nos cornerbacks, c'est que justement autant on identifiait nos failles au milieu de terrain entre les linebackers et les safety, autant les corners ils devaient être notre point d'ancrage. Et là, il est forcé de constater qu'ils se sont fait allumer. Bah voilà pour les 2 points, clairement les 2 points noirs de cette défense sur ce match-là. Je pense qu'on peut passer un peu au linebacker pour un motif qui a été un peu mieux, qui est un peu mieux allé, pardon. Franz. Ah bah oui, non mais ça, je pense que le changement de personnel, en tout cas de responsabilité provoquée par Ejiro Evero entre Trevin Wallace et Christian Roseboom, c'est confirmé. Ils avaient un match quand même bien plus compliqué et ils ont été excellents, donc il faut le dire, hein. C'est bravo à eux. La couverture de Trevin Wallace, moi, et même de Christian Roseboom, je suis un peu surpris de cette qualité-là. On a l'impression qu'ils se parlent sans se regarder, alors que c'était pas du tout le cas les 3 premiers matchs. Donc c'est cool de voir ça. Est-ce que c'est encore une fois, c'était trop de pression pour Christian Roseboom d'avoir la pastille verte? Peut-être, hein, parfois il suffit de pas grand-chose. Donc les deux là fonctionnent bien et que ce soit dans la couverture, dans le deuxième niveau de plaquage, c'est très solide. Et moi, ça me fait bien plaisir pour Trevin Wallace que j'aimais beaucoup l'an dernier. Et j'étais un petit peu déçu de voir qu'il était un petit peu en dedans sur le début de saison. Ça m'embêtait un peu. Donc je suis content de voir qu'effectivement, comme tu le dis, depuis qu'il a récupéré la pastille sur le casque, ça va mieux et j'espère que ça va durer. En revanche, on remarquera qu'il n'y a aucune rotation de linebacker de métier. Hein. Donc ça, on l'avait identifié. Le seul qui fait rotation sur linebacker, c'est avec Trevon Murray.
Mais sinon, il n'y a aucun linebacker de métier qui est en rotation. Ah non, hein, on peut renvoyer les gens à notre podcast de début de saison où on avait listé les différents noms du corps de linebacker et où il y avait que des On savait qu'il y avait un problème. Ouais, on savait que ça... Tant qu'il n'y a pas de blessés sur ce rideau-là, ça va. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Yes. Bonne conclusion sur cette défense. Je propose qu'on passe aux questions des auditeurs. On en a eu encore une fois pas mal cette semaine. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, effectivement. C'est super agréable parce que comme ça nous permet d'avoir encore un peu plus d'interaction et de poser des questions peut-être auxquelles on pense pas toujours. Bon, la première, je me permets globalement d'y répondre, messieurs, à part si vous avez des compléments à effectuer, mais la question, elle vient encore une fois de Kamzakov qui nous demande en offense, est-ce qu'on a trouvé notre identité pour cette saison, avancer principalement grâce à la course et limiter les erreurs grossières à la passe? Globalement, oui. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très clairement l'ADN qu'on essaye d'imprimer en attaque. C'est ce qu'on voit depuis... Ce qu'on dit depuis même maintenant plusieurs semaines. On sait que on va avoir vraiment besoin des running backs, que ce soit Rico Dowdle ou Chuba Hubbard quand il va revenir. L'idée c'est d'éviter d'avoir un Bryce Young qui balance 30 ou 40 ballons par match. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas fait pour ça, on en parlait tout à l'heure. C'est un game manager, il est là pour être un game manager. Pas de complément à faire, monsieur Peut-être que le complément, je vais le donner avec une autre question après. Ok. Qui sera sur la course. Mais sinon, ce que tu as dit était parfaitement juste. Autre question, cette fois-ci c'est Gils003 qui nous dit: ça fait 2 matchs que Mike Jackson se fait torcher par les receveurs 1 adverses, Waddle et Pickens. Pourquoi est-ce que Vro n'utilise pas JC Horn comme shutdown corner? Ça rejoint un petit peu ce que disait Franz tout à l'heure. On a déjà un petit peu répondu, mais le schéma de défense de zone est souvent est privilégié. Et puis on a vu quand Horn a décidé de se mettre sur Pickens, on l'a beaucoup moins vu, donc on a déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Ouais, une orientation que pourrait avoir Evro dans la film room avec ses DB, c'est que, ok, Mike Jax, il a Pickens devant lui. Dans ce cas-là, quand on a ce genre de choses, étant donné que la couverture au niveau du milieu de terrain par les linebackers se passe correctement, on peut faire rentrer un nickel cornerback qui sera, lui, en soutien de Mike Jackson sur le receveur numéro 1. Ce qui permet d'avoir 2 personnes qui sont en spy sur le meilleur joueur et ainsi pouvoir couvrir les erreurs de tracé de l'autre, quoi, finalement. Et moi, ce qui m'embête aussi, c'est que du coup, on voit Mike Jackson qui essaie de suivre et qui est un peu en retard, et les safeties sont en retard. Parce que lequel s'occupe de quoi, en fait, finalement? Et c'est là où c'est pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est là où on s'est pas dit, tiens, toi, du côté de Mike Jackson, tu vas faire attention. Donc le nickel, il rentre là, il rentre du côté du 2, parce qu'il a le numéro 2, Mike Jackson, et tu viens combler le tracé de ton corner. Ça, c'est un truc qui m'a un peu embêté. Effectivement. Tim nous pose la question: avec une très bonne défense contre l'une des meilleures attaques, peut-on espérer une continuité sur la saison et pourquoi pas être dans le premier tiers de la ligue en fin de saison? Messieurs, si vous voulez vous lancer. Premier tiers, faudra voir comment ça se passe. Déjà, on va espérer qu'il n'y ait pas de blessures, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure sur les linebackers, la réserve fait un peu peur. L'an dernier, on a vu l'impact négatif, voire même très négatif, de la perte de DB en début de saison. Donc faut déjà espérer ça. Après, oui, c'est sûr que quand tu sors de ce match-là, et même j'ai même envie d'englober le match de Miami la semaine dernière, si tu réussis à enchaîner des prestations comme ça, y a moyen, je sais pas, finir dans le premier tiers, mais en tout cas d'aider à gagner des matchs. Et là, la défense, elle encaisse quand même 27 points, mais en fin de match, quand il faut répondre présent, ils réussissent à être là, juste ce qu'il faut pour bloquer un drive de plus et permettre à l'attaque d'avoir ce drive pour la gagne à la fin. Donc est-ce que ça fait une défense
dominatrice, je sais pas, mais en tout cas, ça fait une défense qui te permet de gagner des matchs. Premier tiers, pas dans tous les domaines. Voilà. On mettra les Oui, notes en fin de je saison. pense que sur le pass rush, premier tiers, ça va être compliqué, ouais. Ça- Il faudrait vraiment une grosse Peut-être. fin de saison. Ça dépend dans quel sens on classe. Bon, un peu dans le même style, hein, mais Alex du front office nous demande 3-3 positif ou négatif. On dirait qu'on voit le spectre total de ce que peuvent être les Panthers. Où est la vérité, Franz, tu vas Ouais, attaquer. c'est très juste. On a eu, il y avait une animation pendant le match qui était très juste sur les Panthers, comme quoi c'était un roller coaster, capable du très très haut, capable du très très bas. Bon bah oui, et sur un match on a les deux même parfois. Donc où est la vérité? La vérité, elle est sur notre jeu de course et notre défense contre la course. Voilà, il faut accepter. Au golf, on dit que quand on démarre un parcours et qu'on a tendance à jouer un peu trop à gauche, c'est qu'on va jouer à gauche pendant tout le parcours. Donc il faut s'adapter et viser un peu plus à droite. Et ben là, c'est pareil. À partir du moment où on identifie quelles sont nos forces, nos faiblesses, et ben il faut jouer avec. Alors, est-ce qu'on a le personnel pour pouvoir les corriger rapidement? J'en suis pas certain. On n'est pas les Lions, on n'est pas les Bills, on n'est pas les Chiefs, on n'est pas tout ça. Donc du coup, il faut jouer avec. Il faut assumer, je pense, notre force à la course. Il faut assumer nos faiblesses dans le pass rush et trouver des systèmes qui fonctionnent. Elle est là, la vérité. Mais c'est plutôt positif parce que... parce qu'on est à 3-3, qu'on voulait un 8-9 ou un 9-8 et que du coup on est dans les clous et qu'on joue les Jets la semaine prochaine et qu'on a encore une fois 2 fois les Saints, une fois les Falcons à jouer et qu'on peut toujours prétendre à arriver d'avoir le bilan qu'on espérait. Guillaume, quelque chose à ajouter? Non, Justement. pas grand chose de plus. Là, après 6 matchs, moi, c'est comme je l'avais redit, c'était ma première 6-7 matchs, c'était ma première escale entre guillemets de la saison pour voir où est-ce qu'on en était. Bon ben voilà, après j'espérais être à 4-3 ou 5-2 après 7 matchs. Bon bah 5-2 ce sera pas possible, mais 4-3 voilà, une victoire dimanche et on y est. Donc moi je le prends plutôt comme du positif, même si effectivement comme tu le rappelais Franz, tous les matchs et même tout le contenu des matchs n'était pas forcément positif à chaque fois. Le bilan est que après 6 matchs, tu es à l'équilibre. Exactement. Après, on a 2 questions là, du coup, de GG, pareil, du front office et de Yann Jojo qui nous demande. Alors, première question, est-ce qu'un trade de Dowdle ou Hubbard pourrait être une bonne idée, devrait être envisagé côté Panthers? Deuxième question, lorsque Hubbard sera de retour, pensez-vous qu'il sera de nouveau le starter ou alors possibilité de voir Dowdle privilégié? J'ai mis les deux ensemble parce que bon, voilà, elles sont focalisées à peu près quand même sur les mêmes joueurs. Messieurs, un petit avis à ce sujet? Alors moi, alors le trade de Dowdle, je comprendrais pas pour être honnête, surtout avec Hubbard qui est pas encore revenu de blessure, moi je comprendrais pas. Et puis comme le disait Franz, voilà, notre identité c'est la course, donc si voilà, tu dois garder tes joueurs qui t'aident pour ça. Par contre, c'est vrai que quand Hubbard va revenir, je pense qu'on va avoir tendance à vouloir remettre une variation et un équilibre dans le partage des portées. Je suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution parce que tant que Dowdle il est chaud comme il est, faut en profiter et faut lui donner le plus de ballons qu'on peut. Après, il faudra quand même partager parce que là, sur les 2 matchs, on a vu qu'en fin de match, les crampes étaient pas loin et ça commençait à devenir compliqué. Donc, ce sera pas mal d'avoir une rotation quand même, je pense, pour l'épauler. Un trade de Dowdle, non. Et puis au vu du contrat, ça serait un peu débile. Un trade de Hubbard, non plus, parce que son contrat, il est quand même maintenant un peu compliqué aussi à vendre. Et puis, comme l'a dit Guillaume, non, il faut pas toucher sur ce qui marche, là, je pense pas. Ouais. Quand il va revenir, il faut utiliser la main chaude, comme on dirait en basket. Mais il faut surtout demander aux bonnes personnes à faire les bonnes choses. Et je pense qu'il faut que le cahier de jeu soit identifié pour chacun. Il faut de la créativité. Peut-être, moi j'ai envie de voir des 21 personnels, je veux voir les 2 running backs parfois sur le terrain et commencer à créer de la panique. Si tu as Hubbard et Dowdle qui sont alignés,
tu peux t'amuser. Moi, il y a un problème avec Dowdle quand même, c'est son passe-bloc. Ses blocs sont pas assez bons. Donc, il faut pas non plus l'utiliser à tort et à travers si tu décides que c'est Bryce Young. Si tu veux faire et ça y est, j'ai oublié le terme, de l'action... Play action. RPO. Du play action, merci. Si tu veux faire de play action, Dowdle, je le trouve un peu limité parce qu'il feinte, mais bon, le bloc, c'est pas ça. Donc, par contre, Hubbard, c'est bien meilleur. Donc, il y a des choses, tu vois, sur lesquelles tu vas faire appel à l'un ou à l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puisqu'on parlait de trade, si tu es à 5-3, il va falloir réfléchir à ce que tu veux faire au niveau des trades. Et on a encore du cap. Ouais. Et donc là, on peut espérer être un 4-3 la semaine prochaine. Après, c'est compliqué puisqu'on joue les Bills et on joue les Packers. Mais tu peux être à 5-4. Et là, tu devras te poser la question, en fonction de ce que font les Falcons, c'est ce que tu fais à la trade deadline. Et notamment, aller regarder du côté des safety, des linebackers. Peut-être même un corner 2. Donc c'est le trade qui m'a fait penser à ça. Et quand on parlait de 3-3 positif ou négatif et de potentiellement 4-3, je me suis dit tiens que j'allais quand même mentionner ça. Mais voilà. J'allais faire la même question, tu vois. J'allais vous dire exactement la même chose. Quand on parlait des trades, j'allais demander si on n'allait pas, en fonction de là où on en est, être plus acheteur que vendeur pour le coup. Parce que t'as peut-être une carte à la division, ça va peut-être être compliqué, mais pour aller chercher une wildcard, peut-être tu peux. Hein, donc tu réfléchis. Il va peut-être y avoir une question à se poser à ce niveau-là. Phrase qu'on pensait pas forcément dire il y a 3 semaines. Quoi. On fera le point justement dans 3 semaines à la mi-saison, parce que ça va approcher quand même assez vite. Hein. Ça va approcher assez vite avec, comme vous le disiez, un match ce dimanche, 19h contre les Jets. Ce sera à l'extérieur. Des Jets qui sont à 0 victoire, 6 défaites. Défaites contre les Steelers, les Bills, les Bucks, les Dolphins, les Cowboys et les Broncos. Dans un match un peu purge quand même à Londres ce week-end. Et ils seront sans Justin Fields pour ce match-ci. J'ai envie de dire, si... Ah, c'est confirmé ? On a envie... apparemment, j'ai vu passer ça aujourd'hui, faut que je recheck. Mais en l'état, je voyais ça. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. D'accord. Mais ouais, a priori, il serait bien absent ce match-ci. D'accord. Mais a priori, voilà, du coup, on tombe sur des Jets qui sont clairement en mauvaise forme. C'est peut-être le meilleur moment pour passer là, le moment pour passer la passe de 3. J'ai un bon feeling avec ce match, bien sûr, parce qu'on tombe face à un adversaire qui a été très en difficulté sur la saison, qui a déjà affronté des adversaires qu'on a eu, notamment Dolphins, Cowboys, avec des issues qui ont été plutôt négatives pour eux. Donc je pars plutôt optimiste sur ce match-ci, je vous avoue, messieurs. Ouais, faudra effectivement, c'est sûr que le bilan laisse être un peu optimiste. Après, faudra voir, ça va partir du jeu de course, quoi. Faut arriver à imposer un jeu de course et à avoir un Dowdle. Et alors, je sais pas si Hubbard sera de retour ou pas, mais en tout cas, il faut réussir à avoir un jeu au sol qui permet d'avancer et à défaut de concentrer un minimum la défense adverse dessus. Parce que un Bryce Young face à un Sauce Gardner, je suis un peu moins confiant perso, mais on va espérer effectivement la passe de 3. Ça fait un moment qu'on n'a pas gagné 3 matchs de suite, donc on va espérer que ça va être pour cette semaine. Moi, j'ai pas le truc de Justin Fields, moi perso. Hein. Non, effectivement, je suis en train de checker. Alors, je sais pas, je pense que ça a dû être retiré, mais donc voilà, il y a encore un doute qui plane à ce moment-là. Ouais. En tout cas, il faut espérer Justin Fields, parce que Tyrod Taylor me fait presque plus peur que Justin Fields, ce qui a été horrible le week-end dernier. Moi, j'ai envie de voir une victoire, j'ai envie de voir une grosse victoire. Je vais être franc. Je veux qu'il n'y ait même pas de débat. Voilà. Ouais. C'est tout. Je pense que c'est le match pour. Ouais. Il faut qu'il n'y ait pas de débat. Si on veut assumer qui on est, il faut qu'il n'y ait pas de débat. Et il faut assumer la progression. Quand tu as battu les Dolphins et les Cowboys, qui eux-mêmes ont battu les Jets, sans faire de trucs un peu débiles comme ça,
Tu dois gagner contre les Jets. Tu dois gagner contre cette défense contre la course. Tu dois ouvrir leur défense également. Tu dois défendre correctement face à un quarterback aussi faible. C'est juste que tu passeras pas par la droite parce qu'un Mbou fait un très bon début de saison. Mais c'est tout. Mais à un moment donné, si tu gagnes pas ce match-là, là tu peux te poser de sérieuses questions. Donc faut gagner. Point. Totalement, ouais. Totalement. En tout cas, ça va être un match à regarder et on espère que l'issue sera aussi favorable que contre les Falcons il y a de ça quelques semaines. Mais bon. Une victoire m'irait On bien. espère. Un shutout, pas forcément, mais une victoire m'irait très bien. Déjà, une victoire par 10-15 points, moi ça me va très bien. Ouais, voilà, si on peut avoir une Voilà. victoire où nos petits cœurs ils tiennent jusqu'à la fin du match de manière assez tranquille, ce serait bien parce que là, correctement. les dernières, faut récupérer après. Hein. C'est clair. Exactement. Bah écoutez, messieurs, encore une fois, ça a été un plaisir pour moi de faire ce podcast avec vous. Partagé. Partager, exactement. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter écoutez, une bonne fin de semaine. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Ciao. Keep pounding. Ciao.